François Rouen, 1925-2025, une année avec Howard Phillips Lovecraft. On est toujours dans son petit agenda 2025, toujours cryptique, puisque parfois on peut s'appuyer sur la façon dont il reprend ses petites notes pour construire ces longues lettres à ses deux tantes, Liliane et Annie. Celle à Liliane, 50, nous sont parvenus de cette année 1925. Celle à Annie, 2 seulement. Il semble que les lettres envoyées à Liliane, mais que Liliane donnait à Annie ensuite pour les lire, tout ça, ce soit le paquet perdu. Donc très souvent, on a juste, ça va être le cas encore là, quelques jours à avancer à tâtons dans cette grande grotte. Pourquoi ça nous concerne? C'est des histoires intimes. Ben là, aujourd'hui, ça va être le cas, mais évidemment, c'est pas ça qui nous mène. Ce qui nous mène, c'est cette relation au lire, à l'écrire, la relation au monde, le fait qu'on puisse se tromper complètement, ce vieux syndrome entre la littérature, entre l'homme et l'œuvre, et l'homme parfois totalement injustifiable, inqualifiable, mais ce qui lui est venu en dépôt de cette grande bascule d'un imaginaire qui est notre imaginaire, confronté aux mutations obscures du présent. Ça, Lovecraft a une place ici inexpugnable, et pour cette mutation des années 1925, c'est aussi pour moi la récompense à ce travail, puisque évidemment chaque jour on ouvre à 100 ans exactement de distance, non seulement son petit agenda, mais le New York Times du jour, le journal que lui-même lit au quotidien, même s'il lit aussi le journal local de Providence, et même une fois par semaine, l'hebdomadaire de Providence. Mais pour le New York Times, c'est aussi le supplément littéraire. Donc on a là tout ce qu'une époque cherche à comprendre de son présent, dans autant de tensions. On a d'un côté la prohibition, toute la violence et prohibition. On a évidemment toutes ces... On va l'évoquer aussi dès aujourd'hui, les montées du fascisme et du populisme nationaliste en Europe, comme ça peut représenter une tentation, ben oui, pas seulement pour Howard Phillips Lovecraft, mais pour tout un pays confronté là, à ce qui devient aussi irréversible, de ce qui s'annonce comme la Grande Dépression, la crise de 1929, mais aussi tout ce qui bouge, tout ce qui change concernant, par exemple, la diffusion du livre, la révérence à la littérature européenne, et puis de l'autre côté, l'essor de magazines comme Weird Tales, qui représentent une sorte de porte de survie aussi pour ces jeunes auteurs que sont Lovecraft et ses amis. Et puis des transitions comme celle du savoir scientifique. Lovecraft est aux premières loges pour ce qui concerne l'astronomie, les théories de la relativité d'Einstein, tout ça il le maîtrise parfaitement, et on le voit, y compris les courbes de Riemann dans certaines de ses fictions, comme Rêve dans la maison de la sorcière, ou bien ces mutations a priori qui sont seulement des transitions techniques. Le rôle du téléphone, qu'on retrouvera dans des fictions comme Chuchotement dans la nuit, la transmission d'idées à distance, et puis l'art du voyage, voyager en automobile la nuit, comme dans The Thing on the Doorsteps, la chose sur le seuil, que jamais été un monstre, méfiez-vous des traductions de titres trop aventureuses. Tout ça, c'est la complexité de Lovecraft telle qu'on l'explore, nous, au jour le jour. On y va de suite, ordi. L'agenda, le petit agenda, chaque page commence par le dimanche et va jusqu'au samedi suivant. On vient d'ouvrir celle, donc, la deuxième semaine de juin, dimanche 7. On a vu que dimanche et lundi, il a travaillé, c'est ça, c'était très important aussi d'ouvrir ce dossier sur ce United Amateurs, un mouvement avec des parutions qu'il a rejoint
Maintenant, il y a bientôt 14 ans, mais en tout cas depuis 1919, 1920, 1921, il en est un des responsables, d'abord régional, avec le United Amateurs de Boston, et en 1923, il en devient le président. C'est une présidence tournante tous les ans au niveau fédéral, et cette année, c'est Sonia qui exerce cette présidence, mais lui reste toujours le rédacteur en chef, l'éditorialiste. C'est un travail énorme que de préparer ce gros journal où il a des critiques littéraires comme celle consacrée à John Ravner Balance. C'est ce qu'on a vu fin de la semaine dernière, mais c'est aussi pour cette parution du United Amateurs. Il a aussi préparé le bureau, l'Assemblée générale de juillet, qui va prendre les relais, qui va prendre les responsabilités. Donc c'est un courrier extrêmement important, write letters. Il y a aussi des questions financières, s'assurer de fonds et d'abonnés pour que cette publication soit effective. Des questions de typographie, oui, on l'a vu la semaine dernière quand un de ses amis justement de Boston, celui qui en est le typographe à Boston, est venu à moto à New York pour en parler avec lui. Et aujourd'hui, le mardi, vous savez que souvent, c'est le mardi, c'est bizarre, ouais, mais on a mis du temps à s'en apercevoir, mais c'est une fois par semaine, il est reçu, c'est pas si formel que ça, mais c'est souvent le mardi chez les Frank Belknap, chez la famille Belknap-Long. Lui est ami avec Frank, qui est un petit peu plus jeune que lui, pour ça qu'il l'appelle Sonez fiston. Mais on est dans Manhattan, une famille d'un niveau social plus aisé. Ils ont une voiture. Lovecraft en profitera bien souvent pour des excursions dans le Vermont, au Cape Cod, à New Bedford, mais ça un petit peu plus tard. Le père est dentiste. Et c'est pas non plus la grande bourgeoisie. Par exemple, Sonny, Frank, il dort dans la pièce qui... Le matin, faut qu'il éjecte à 7 heures parce que c'est la pièce qui devient la salle d'attente. Et puis, très souvent, donc il y a Madame Belknap-Long. Est-ce que Lovecraft a besoin d'une mère de substitution? Certainement pas. Et puis, il a déjà les deux tantes qui en tiennent le rôle. D'ailleurs, les deux tantes, en tout cas Léline, s'entend très très bien avec la maman de Frank Belknap-Long, l'épouse du dentiste, qui a aussi ce rôle de dire, bon, il y en a un qui est malade. Quand Sonia a un problème, la d'escarbille dans l'œil, il téléphone à un copain ophtalmo. Donc c'est une relation qui est forte, qui se prolongera. On verra par exemple, là, on va parler d'une lettre à Varnanchi de 1934. Lovecraft vient encore, là, janvier 1934, de passer 2 semaines à New York chez les Belknap-Long. Son rapport à New York ne s'arrête pas à son départ de 1926. Il n'y a pas de haine de New York là qui deviendrait comme ça, comme une espèce de cloche avant une réclusion à Providence. Bon, maintenant c'est plus la peine de le répéter, mais l'idée va rester sans doute bien longtemps après notre propre voyage. C'est pas grave, nous on fait ce qu'on estime être juste, et cette figure complexe de Lovecraft, elle nous intéresse parce que c'est nous, quand on écrit, quand on réfléchit, quand on travaille là, dans l'obscurité, quand on est nous-mêmes à tâtons, et vis-à-vis du monde, et vis-à-vis de notre propre imaginaire, notre propre rapport au langage. Donc souvent, le mardi après-midi, Madame Belknap-Long emmène son fils Frank et l'ami de son fils Howard Phillips Lovecraft au cinéma ou au vaudeville. C'est pas toujours très intéressant. Des fois, il y a des films dont il nous donne le titre. Et là, dans cette lettre à Varnanchi dont je vais parler, il y a un long passage sur son rapport au cinéma dès l'enfance, l'adolescence. Et c'est le cas aujourd'hui. Donc, il se lève tôt, un petit peu de lecture. Une nouvelle fois, un Conrad dans ma poche. Il est en train de dévorer successivement plusieurs romans de Conrad, qui lui paraît un grand écrivain. Quoique, quand il écrit à Varnanchi en 1934, il dit le seul, le plus grand, c'est
Marcel Proust. Et il vient de lire 2 volumes de Marcel Proust, dont Du côté de chez Swann et À l'ombre des jeunes filles en fleurs, sous le titre anglais de la première traduction. Et là, chez Sony, alors, Meet Young Grandeur. Alors, tout le monde est jeune quand, avec ce Lovecraft qui se prétend Grandpa Theobald, le grand-père Théobald, le vieux gentleman. Mais Randall, il est de 1899, donc il a quand même 8 ou 9 ans de moins que Lovecraft, mais il est de l'âge de Frank Belknap Long, c'est un copain d'université de Frank, mais de là à le qualifier de petit gamin, c'est pas ça. Et ce Randall est étudiant à l'époque encore en philosophie à l'université Columbia. Bon, la relation ne va pas plus loin que ça, mais c'est surprenant de voir que Randall, qui meurt en 1980, donc des témoins de Lovecraft, ce sera le cas aussi de John Verdonchi, lui jusqu'en 1981, Randall restera toute sa vie étudiant, puis maître de conf, puis je sais pas, enfin en tout cas, il fera sa carrière universitaire à Columbia et finalement n'interférera pas plus avec la vie de Lovecraft. Et est-ce que l'après-midi on va au cinéma? Non, on va aller faire les Bookstals. Alors Bookstals, c'est que dans la 4e avenue, là même où George Kirk vient d'ouvrir avec un couple de Cleveland, Martin Kamins et Sarah, une librairie dans ce quartier de 4e avenue. Bien sûr, on va la retrouver là dans toutes les semaines à venir, puisque Lovecraft a été intimement mêlé au lancement de cette librairie, et c'est même lui qui s'occupe de la vitrine. Quel livre on met en vitrine? Mais là, c'est pas du tout. Sinon, si c'était dans la librairie de Kamin, il nous l'aurait dit, bien sûr, et il aurait croisé Kirk, bien sûr. C'est pas le cas. S'ils vont faire le tour de leur bouquiniste préféré, il y en a aussi à Brooklyn, notamment Flatbush Avenue. Et là, il va trouver, alors ça c'est toujours, c'est ça le petit décryptage, Angel's Reminiscences. Alors allons voir dans mon petit PDF du jour, James Burrell, Angel, c'est aussi la Angel Street de Providence. Je pense pas que ça ait quelque chose à voir. Un homme qui est né en 1829 et mort en 1916. Qui a été ambassadeur des États-Unis auprès de l'Empire ottoman, donc quelqu'un qui a voyagé, exercé des responsabilités, mais il a été aussi un temps professeur de littérature à la Brown University. Alors, évidemment, le livre Reminiscences, c'est-à-dire les mémoires, les souvenirs de James Burrell Angel, ici l'édition facsimilée de la Library of Congress, c'est une édition de... C'est un livre qui a été publié en 1912, 4 ans avant sa mort. Évidemment, ça parle de Providence et Lovecraft, en ce cas, est content de le trouver. Voici ma petite transcription, évidemment, traditionnelle. Angel's Reminiscences, puis retour à la maison et là, coup de théâtre. Un télégramme lui est arrivé qui a sans doute été remis dans les mains de Madame Burns, la propriétaire et gérante. « Monsieur Lovecraft, télégramme pour vous !» Oh, elle parle pas comme ça, Madame Burns. Hein, Mr. Lovecraft. En tout cas, il y a le télégramme, et le télégramme, c'est Sonia qui revient. Alors Sonia donc vient de passer quasiment 2 mois à Saratoga. On est assez loin. Il faut faire Boston, Albany. D'Albany, on arrive dans le Vermont. Et Saratoga est une ville thermale, comme peut l'être Vichy chez nous. Il y a des sources et donc une des médecins de cette ville, dont c'est la spécialité, a accueilli Sonia. C'est un deal. Alors le deal, c'est que Sonia devient la préceptrice du fils, je crois que c'est un petit garçon de 11-13 ans dont Sonia va suivre les études, faire le babysitting, moyennant quoi elle sera hébergée. Évidemment, il n'y a pas de rémunération, ça a tiré la queue déjà ces temps-ci. Sonia ne participait plus aux $8 hebdomadaires du loyer de Clinton Street. Lovecraft le dit souvent. C'est pour ça aussi que là, il est dans une période où il cherche du travail. Tout ça, on l'a vu
entendu il y a 10 jours, mais ça continue, ça va revenir, ce serpent de mer, là en ce moment, il y croit rédiger ses textes publicitaires pour son ami Arthur Leeds. Et il y a juste quelques jours, il était encore question que Lovecraft, à mi-juin, donc là, 10 jours plus tard, mais le voyage était cher, il hésitait, la rejoigne là, dans le Vermont pour quelques jours avec elle à Saratoga. Non, ça y est, elle revient. Elle n'a pas d'explication. Lovecraft est toujours très discret sur ces questions-là, et bon, bah, on l'assume. Là, on n'a pas de lettres à la tante qui nous en disent plus. Là, en tout cas, il le dit à la tante, puisque justement, lu, puis écrit à tante Liliane, en attendant d'aller attendre Sonia à Grand Central, donc à la gare. Toujours cette lettre, mais encore une fois, une lettre disparue. Et pour moi, c'est là où il y a ce mystère. Alors, si on revient au petit journal, on ne va pas faire de faux suspense. Sonia repartira le 19, SH Live on Business, c'est-à-dire que là, du 9 au 19, elle va être 10 jours avec nous dans le journal. On la verra souvent partir le matin. De toute façon, on se lève de bonne heure toute la période où elle est là. Dans la journée, elle va à Manhattan, probablement justement puisqu'il est question pour elle d'aller trouver du travail, sauf samedi où on fera une grande balade, mais je vous raconte pas tout. Et à partir du 20, ce sera là le nouveau départ. On se retrouvera comme à l'automne dernier, Sonia qui a pris un travail cette fois à Cleveland, dans l'Ohio, donc train de nuit, 8 heures de train, et Lovecraft ne l'accompagne pas. Ça, je voudrais qu'on en parle une minute. Et donc vous voyez, cette arrivée de Sonia là à Grand Central, c'est évidemment là un coup de gong extrêmement sérieux pour notre petit décryptage. Ensuite, on la verra revenir en juillet sans que ce soit très expliqué non plus, mais elle va être là encore 2 ou 3 semaines à New York. Mais là, ce sera dans le cadre de son travail, probablement donc une grande chaîne de magasins qu'il emploie au service des achats, des nouveautés, des collections de mode. Et parfois, il faut revenir au siège à Manhattan. C'est pas un exil, c'est pas une coupure. Par contre, nous, il faut faire avec ce silence, donc toujours dans cette ambivalence. Ça ne nous regarde pas, ça ne nous concerne pas pour ce qui concerne notre territoire et le pacte qu'on a, pacte posthume évidemment, mais dans le respect qu'on lui doit. Et à Lovecraft et à Sonia, donc on fera pas des hypothèses comme ça qui servent à strictement à rien. Sur le divorce ne sera prononcé qu'en 1928, donc la relation elle ne s'arrête pas là avec le départ de Lovecraft à New York, et toujours le répéter. Ensuite, Sonia même propose de venir travailler à Boston, voire même à Providence. Boston, c'est pas si loin. Et toujours, elle peut, avec ces grands magasins, ces chaînes de grands magasins pour lesquels elle est chargée des départements de mode. Et c'est les deux tantes qui se braqueront. Et Lovecraft courageusement dira « Oh, mes tantes ne veulent pas, parce que il n'est pas question dans mon milieu qu'une Madame Lovecraft accomplisse un travail salarié. » On en est là. Mais évidemment, tout ça, c'est des questions de masque, de façade. Et derrière... silence, mais est-ce que pour chacun d'entre nous, ces questions-là ne relèvent pas d'un silence essentiel, en tout cas d'un partage qui ne concerne pas ceux qui n'en participent pas au plus près et directement. Donc aujourd'hui, c'est simplement ramener ce livre de Beryl Angel, ses souvenirs à la maison, là, trouver le télégramme. On va continuer à écrire à la tante, mais il faut partir à Central Station, à Grand Central, pour accueillir Sonia. Et pour ça, j'aurais 2 lettres à évoquer avec vous. Peut-être aujourd'hui, ce serait ça l'important. Lettre à Maurice Moore, qui est une lettre qui sera envoyée. Est-ce qu'il en parle? Non, elle n'est pas directement citée. Pourtant, elle est datée du 15 juin.
Et cette lettre, elle est importante parce que c'est une longue lettre, la lettre du 15 juin à Maurice Mao. C'est celle où on a déjà cité, puisqu'il y a ce plan extrêmement détaillé du petit studio avec tous les meubles et tout, et il raconte sa nouvelle organisation à New York. Et c'est une lettre où il y a un passage sensationnel. Enfin bof, le sensationnalisme, c'est pas ce qui nous mène ici. Mais il part là dans une improvisation à Maurice Mao sur la question du poids. Mon plus spectaculaire défi de la saison, c'est maigrir. Vous savez comme j'avais grossi en 1923, comment je le vivais amèrement. En 1924, j'ai grossi encore plus. Et Lovecraft, c'est un grand gabarit, c'est un grand bonhomme. Jusqu'à devoir m'équiper de faux cols taille 16. Il devient bouffi pendant les séjours de mon épouse à l'hôpital. Donc la question du stress. Et mon voyage à Philadelphie, j'ai pu, pour la première fois de ma vie, décider moi-même de mon régime. C'est-à-dire, le mariage, les bons gâteaux que cuisine Sonia, les habitudes régulières de repas font que ça continue, il grossit, mangeant juste autant que j'avais besoin, plutôt que selon ce que quelqu'un d'autre pensait que j'avais besoin. Quelqu'un d'autre étant Sonia. Dès la fin de cette période, j'étais revenu à des faux cols de 15/3. Voilà, c'est les tailles des faux cols qui servent de balance. On n'a pas de balance à la maison. Je ne sais pas combien j'ai perdu, parce qu'après avoir dépassé les 86 kilos l'an dernier, j'ai refusé de monter sur une balance. Ah, correctif à ce que je viens d'annoncer, mais oui, comme quoi on dialogue. Cet hiver, j'ai monté une garde sévère sur ce que j'ingurgitais, tenté de ne pas regagner le tonnage perdu. Là, on retrouve la langue de Lovecraft. Dès janvier, je devenais le dictateur implacable de mon petit déjeuner, de mon dîner, de mon souper. Et là, il y a cette phrase. J'ai lancé mon chapeau au vent et mon alliance. Alors évidemment, c'est très compréhensible. Tu maigris, tu peux retirer l'alliance. Et là, comme tu avais grossi, tu ne pouvais plus enlever son alliance. N'empêche que j'ai lancé mon chapeau au vent et mon alliance. Alors que Sonia est là dans la pièce, puisqu'il écrit cette lettre à Maurice Mao, très longue, sur 2 jours, 3 jours, c'est une lettre de 15 pages, et donc forcément elle est à côté. J'ai lancé mon chapeau au vent et mon alliance. C'est beaucoup plus que l'image de « Ah, je pouvais enfin réenlever mon alliance et la remettre ». Et commencer à maigrir pour de bon. « Ah, mon garçon, tu verrais le résultat, tel était le prix de ma douce lâcheté aux sollicitations d'une famille trop attentionnée. Ils ont volé au vent aussi, les kilos. J'y ai aussi contribué par l'exercice, des marches quotidiennes. Vous savez qu'à Providence, c'est 20 bornes par jour, la plupart du temps la nuit. Et chaque fois que mes amis me voyaient, soit ils se réjouissaient, soit ils s'effrayaient d'un rétrécissement alarmant. Par bonheur, je n'ai pas été gros assez longtemps pour que la peau ait souffert de distension trop radicale. Elle a rétréci aussi. Voilà, c'est ce passage-là de l'alliance qui vole au vent. Est-ce qu'on écrit là, qu'on puisse écrire cette phrase-là avec Sonia dans la même pièce? Et là, aujourd'hui, ce serait cette lettre à Vernon Shee. Alors, John Vernon Shee, c'est quelqu'un qui là est beaucoup plus jeune que Lovecraft pour de vrai. Il a 19 ans en 1931, donc on est après la période new-yorkaise quand Vernon Shee, pour la première fois, écrit à Lovecraft, tout simplement parce qu'il le lit dans Weird Tales. Et là aussi, il fait partie de cette génération avec August Derleth, avec Robert Bloch, qui seront de jeunes auteurs qui viennent à Lovecraft, cette fois par l'éblouissement ou la stupéfaction où ils sont de ces nouvelles tellement improbables, novatrices, qui surgissent dans ce magazine populaire Weird Tales. Et 3 ans plus tard, donc c'est une des correspondances les plus intéressantes, c'est aussi parce que Vernon Shee sera quelqu'un qui, il meurt en 1981. À l'époque, il est à Pittsburgh. Ensuite, il déménagera à Cleveland. C'est-à-dire qu'il ne se rencontre pas. Il fait partie de tous ces gens comme Clark Astor Smith, Robert Howard, qui correspondent de façon, et même August Derleth, qui correspondent de façon si dense avec Lovecraft, mais les distances sont sont tellement trop grandes. Et puis, de toute façon, Lovecraft meurt à 46 ans. En 37, mais là, en 34, il y a encore cette lettre. Et cette lettre du 4 février 1934, là, elle fait 25 pages. Et vous voyez le format du livre.
Et Vernunchi, puisque dans les années 70, Lovecraft devient évidemment auteur culte. Là, il faut que je fasse un article sur cette question. Qu'est-ce que c'est un auteur culte pour une revue de Lausanne? Je dis ça exprès parce qu'il faut que je m'y colle là ces jours-ci. Et il fait don de sa correspondance avec Lovecraft à la John Hay Library. Donc on a le fonds numérisé, on a ces lettres PDF, voici Vernon Shee à l'époque de sa correspondance, donc il a 22 ans à l'époque, et voilà la lettre de Lovecraft, si je vais sur le fond numérisé de la Brown, quand je dis que ça fait 15 pages, vous voyez comment l'écriture est infiniment serrée, comment... Alors, au début, donc, dire je wish hey, et puis il y a toujours ce jeu de Lovecraft avec ses inventions, il y a toutes les ratures, les titres que nous on met en italique sont soulignés, là il parle de la revue Astounding Stories, et c'est une lettre qui est une sorte de bilan. C'est là où il va parler de Proust, c'est là où il va parler, il y a toute une page, oui, Proust ici. Captured Sense of Time, la façon dont Proust attrape le temps. Il y a des parties du côté de chez Swann qui sont une identification merveilleuse avec la transition, la transition de l'enfant à l'adulte, enfin, transition merveilleuse de l'adulte et de l'enfant. Et certainement, je vais continuer de lire, etc., etc. Mais aussi, une question, il y a tout un passage sur le cinéma, sur la révélation du cinéma dans son enfance à Lovecraft. Et puis, comme c'est une lettre bilan, on va aussi parler politique. On a ici, je suis en train de préparer une transcription, plus qu'une transcription, parce qu'il faut être hyper précis là, de l'ensemble de cette lettre. Mais il y a tellement de boulot là, qui vient de tous les côtés. C'est là où il écrit. Et on est en 1934. Alors, il y a beaucoup d'intellos américains qui auront le temps d'effacer, de rectifier. Ouais, mais lui, à partir de 36, il est malade. Il meurt début 37. Et c'est là, en 1934, il dit « I'm for a fascism ». C'est lourd. Et c'est des positions qu'il reprend. C'est ici. I'm for fascism, which includes... je suis pour un fascisme qui soit à la hauteur d'une certaine socialisation nécessaire dans le partage des ressources. Ce mélange de fascisme et de populisme qui, là, Mussolini en a donné l'image, et depuis 3 mois, novembre 1933, c'est évidemment Hitler qui en est maintenant l'incarnation. Et Lovecraft n'aura pas le temps de faire demi-tour, même si en 1935, on verra dans la correspondance avec Howard qu'il l'amorce, ce demi-tour. Et il y a ce passage souligné 2 fois, ce qui est le sexe normal, et l'instinct sexuel, et la curiosité non satisfaite des choses du sexe. Et ça, c'est le passage, justement, dans le cadre de ce retour de Sonia, et en faisant très attention de ne pas en tirer ni de conséquences, ni de choses comme on le voit tellement souvent dans les études Lovecraftiennes. Oui, mais les grands, Yoshi et tous les autres, non, surtout faire attention à la question des opinions. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'il écrit à Vernon Shee en 1934 ? Donc là, maintenant, c'est fini, Sonia, c'est depuis longtemps fini. Sur la question des temps célébrés fêtes de la vie, je n'ai pas attendu qu'on m'en informe oralement, mais épuisais le sujet tout entier dans le rayon médical de la bibliothèque familiale, à laquelle j'avais accès même si je n'étais pas prolixe sur ce versant de mes lectures. Or, le grand-père est mort quand il avait 11 ans. Donc, il parle là, même si ensuite, il faut encore 2 ans avant qu'on quitte la maison. Donc, après la mort du grand-père, il y a quand même une période qui est celle où, justement, il vit avec les 2 tantes et la mère. Enfin, les 2 tantes sont mariées, et puis il faudra bien vendre la maison. Mais alors que j'avais 8 ans. Donc on est bien dans cette période des 8 ans, 11 ans, et qu'est-ce qu'il y a dans la bibliothèque du grand-père ? Alors il ramène l'Encyclopédia Britannica et d'autres livres, mais il y a un atlas anatomique. Alors l'atlas anatomique, c'est un livre classique. James Quain,
il nous dit très bien illustré et documenté. Je vous ai mis là une petite facsimilé de ces magnifiques illustrations au 19e, ou même, ouais, c'est 18e ou 19e. 1769-1865. Donc oui, Quine est né en 1796, mort en 1865, donc on est en plein milieu du 19e siècle. Mais c'est l'art de ces gravures, de ces éclatés, vous enlevez toutes les zones de la peau et vous voyez là la jonction des poumons et du cœur. Et on a évidemment des planches extrêmement précises, on en trouve facilement sur les organes génitaux masculin et féminin. Et quand tu as 8 ans, oui, nous c'était petit Larousse, mais en tout cas pour Lovecraft, cette insatisfaction dont il parle, tu la résous par les livres. Même si je n'étais pas prolixe sur ce versant de mes lectures, tu vas pas dire ni à ta maman ni à tes tantes que c'est ça que tu vas lire en cachette dans la bibliothèque du grand-père. De toute façon, il lit tout. Alors que j'avais 8 ans, l'atlas anatomique de Quine, bien illustré, documenté, la physiologie de Danson, etc., etc., le résultat fut à l'opposé de ce que craignent généralement les parents, puisque cela m'ayant donné un intérêt anormal et précoce pour le sexe, comme une curiosité non satisfaite l'aurait fait, cela a tué virtuellement tout mon intérêt pour le sujet. L'affaire a été entièrement réduite à un mécanisme prosaïque, un mécanisme que j'ai plutôt méprisé, ou au moins trouvé attristant, non glamorous, à cause de sa nature purement animale et sa séparation d'avec des choses comme l'intelligence et la beauté et tout le désir s'évanouit. Et je crois que cette lettre à Vernon Shee, qu'on soit du point de vue politique, qu'on soit du point de vue esthétique, avec le cinéma ou Marcel Proust, ou évidemment cette question-là, ce qu'il exprime de façon différente de ce qu'il écrit à Robert Howard en même temps, et qui est Lovecraft, si la correspondance s'écrit en fonction du destinataire. C'est ce qui nous est posé. Mais c'est fondamentalement ce qui construit le bonhomme par la lecture et le détermine dans une relation qui est forcément amoureuse, voire dans le Mémoire sur la vie privée de Howard Phillips Lovecraft, écrit par Sonia en 1947, tout ça, tous ces documents, ils sont dans le dossier associé. Quand ils s'embrassent sur les falaises de Magnolia, pour Lovecraft, c'est foudroyant. Et heureusement. Ou leur nuit de noces à Philadelphie, même si on la passe sur une machine à écrire. Mais le contexte, il est là. Et je pense que c'est comme ça aussi qu'on peut lire cette relation tellement ambivalente, je sais pas, c'est pas la question, mais cette relation si forte avec cet adolescent de 15 ans, Robert Barlow, et 2 séjours en Floride, le deuxième où le bonhomme de 40 ans et le gamin de 20 ans sont tout seuls pendant 2 mois, là, en plein dans la nature exubérante d'Orlando, en Floride. Barlow qui sera l'exécuteur testamentaire de Lovecraft. Non, il n'y a pas non plus de foudroiement par l'homosexualité, même si Hart Crane, même si Loveman, Barlow lui-même, qui se suicidera en 1953 au Mexique parce qu'une de ses étudiantes a menacé, ouais, elle avait eu une mauvaise note, de révéler à tout le monde l'homosexualité du prof. Donc c'est aussi ce qu'il écrit là à Vernon Shee sur ce rapport-là à la bibliothèque du grand-père et aux premières émotions de l'enfant, qui sert sous-bassement, je vais dire, symétrique d'avec Sonia dans la relation plus tard avec Barlow. Mais là déjà je suis en dehors de mon terrain. Et c'est pour ça que nous on en reste à 1925. Seulement si on en reste à 1925, c'est là ce qui s'ébauche du lien quotidien avec Sonia revenue par surprise. Alors, évidemment, le New York Times, qu'est-ce qu'il y a dans le New York Times qui nous intéresse ?
Cet article dans la une, ça y est, c'est fini la canicule à New York. On a retrouvé les températures normales, les belles températures de début juin, ce qui nous manque à nous là aujourd'hui. Et là, en revenant sur la canicule, un article sur le fait que 250 000 New-Yorkais passaient la nuit dans les parcs et qu'il n'y a pas eu d'arrestation, qu'il n'y a pas eu ni de violence, ni quoi que ce soit de fait divers. On remercie la police qui a laissé tous ces New-Yorkais qui vivent dans les mansardes, qui vivent dans des cours insalubres, dormir sur les pelouses du moindre square, et évidemment du Grand Parc. Et dans ces 250 000 qui préféraient passer la nuit dehors, alors imaginez, un New York désert, des bâtiments, non, ils sont pas en ruine, mais ils sont vides. Et 250 000 personnes, là, tapis dans le moindre espace vert, pourvu qu'on soit dehors. Mais Lovecraft, qu'est-ce qu'il faisait, lui? Le soir, il allait à Prospect Park, et à Prospect Park, il emmenait de quoi lire, de quoi écrire. Alors lui, il revenait ensuite, dans la nuit, chez lui. Mais dans les 250 000, fort probable que Lovecraft, très anonymement, soit décompté. Qu'est-ce qu'on a d'autre? C'est toujours la deuxième page qui est officielle, eh bien on est toujours sans nouvelles de Amundsen, parti en avion pour survoler l'Arctique. Et Charcot va s'y mettre. Charcot va lancer une opération de sauvetage, mais vous savez que les Américains, l'équipe de Macmillan, avec 2 bateaux et des avions aussi, sont là, eux, en haut en haut du Groenland, et eux-mêmes étaient en train de préparer leur expédition. Amundsen a voulu les prendre de vitesse, et là, Macmillan, non seulement, ce qui est intéressant, c'est qu'il va partir, quoi qu'on en dise, qu'on lui en accorde le droit ou pas, il va partir au secours d'Amundsen, parce que ce silence maintenant devient dangereux. Il y avait aussi la question présidentielle, vous savez qu'on a des énormes dirigeables, dont le célèbre Los Angeles. Est-ce qu'on envoie des dirigeables au-dessus de l'Arctique au secours d'Amundsen? Oui, mais comment ça se comporte, un dirigeable? Ah, tiens, quand c'est sur des bancs au-dessus de banquises à moins 20 ou moins 40, ben non, personne veut y aller. Donc il y aura Charcot, il y aura Macmillan, et il y a cet article qui est intéressant, c'est que Macmillan propose, alors quand est née la Société des Nations, 1920-1922, c'est encore tout frais, tout neuf, c'est pas encore en point. Mais Macmillan a lui-même qui proposait aussi que le Groenland devienne une base militaire américaine. Vous vous souvenez, c'était en janvier. Là, il est nécessaire que les nations s'accordent ensemble pour un protocole concernant les régions arctique, on ne parle pas de l'Antarctique, mais je trouve ça totalement audacieux par rapport à l'époque. Merci, ce Macmillan, ça donne envie d'en savoir plus sur le bonhomme. Tout ça, on va s'en occuper. Et puis, là, vous savez que l'autre jour, on avait vu une course qui traversait le continent américain en ballon. Là, maintenant, ça part de Bruxelles. Alors, ça part de Bruxelles, une plaine de... je ne sais plus comment ça s'appelle, mais c'est juste le bois de la Cambre. Moi, j'y étais la semaine dernière sur ces plaines du bois de la Cambre. Voilà, une course en ballon qui démarre, une course internationale. Il y a des Anglais, il y a un Français qui s'appelle Marcel Bien-Aimé, sauf qu'il là, ils inversent le i, Bien-Miam, qui disent, non, c'est pas un Miam-Miam, c'est Marcel Bien-Aimé. Il va pas trop s'illustrer d'ailleurs, mais il y a le champion américain Arnold Bennett. Mais donc le principe, c'est simple. On part tous ensemble du même endroit. On va le plus loin possible. Ce sera 560 km, 570, 580, où que les vents vous emportent. Chacun essaye de rejoindre son propre pays. D'ailleurs, l'Italien vers l'Italie, l'Anglais vers l'Angleterre. Et à peine arrivé, on lâche un pigeon voyageur qui sera la preuve de ce qu'on aura atteint. Voici donc cette course. 2 photos de l'époque, Bruxelles, Bois de la Cambre, le départ de cette course internationale en ballon. Vous voyez comme ça nous renvoie, nous, une poésie dont on n'est plus familier. Et cette très belle publicité de Chrysler, toujours dans le New York Times de ce jour, où on en appelle à comment on va faire pour vendre des Chrysler. Mesdames, cette voiture est pour vous. C'est un plaisir sportif, mesdames, que construire. Et on s'adresse women.
On s'adresse aux dames avec ce dessin-là, à toute blinde. Vous savez, comme fera Hergé. La voiture vole, elle ne touche pas terre avec ses roues. Les roues disparaissent pour donner l'impression de vitesse avec les petits traits sur la carrosserie qui s'étire. Mesdames, vous avez le droit à la conduite sportive. Alors, achetez des Chrysler. À demain.